États-Unis, en 1959, ne sont pas un pays. C'est une sensation, une immensité qui respire. Les routes s'étirent sans fin, droites comme des promesses qu'on ne tient jamais. Le bitume fond sous le soleil d'été, vibrant sous la chaleur lourde. Les stations-service scintillent comme des oasis modernes perdues dans des kilomètres de vide. Les motels bordent les routes, enseignes lumineuses encore, éteintes en plein jour, attendant la nuit pour exister pleinement. Partout, dans chaque voiture, chaque diner, chaque station-service, une nouvelle énergie musicale s'installe dans le pays. Le rock and roll. Mais ici, en 1959, il n'est pas encore une industrie figée. Il est brut, vivant, instable. Il naît des radios AM grésillantes, des jukebox mécaniques des diners, des platines vinyles dans les maisons. Dans une Chevrolet Bel Air beige qui file sur l'autoroute, Léa observe le paysage défiler sans détourner le regard. Elle ne parle pas. Le vent s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte et fait onduler ses cheveux dans la chaleur sèche de l'été américain. À l'avant, son père conduit avec une rigueur presque militaire, comme si la route exigeait une discipline absolue. Sa mère, installée à côté, lit un magazine plié en deux, s'évente doucement, sans véritable intérêt pour ce qui défile dehors. La radio de bord grésille régulièrement, captant les ondes instables des stations locales. Puis, une musique apparaît. Une guitare légèrement saturée, une batterie sèche. Un rythme tendu comme une course nocturne sur une route déserte. Léa se rapproche instinctivement du son, comme si cette musique lui appartenait déjà. Elle ferme les yeux et laisse le monde extérieur disparaître derrière ce nouveau langage sonore. Kiss me quick before you go. Hold me tight and let me know that your heart is close to mine. Seabrook Beach apparaît après des heures de route comme une illusion persistante. I don't know what tomorrow brings. Une petite ville côtière posée au bord de l'Atlantique, comme oubliée par le temps moderne. Les maisons sont en bois peint, souvent blanches ou bleu pâle. Mais le sel et le vent ont déjà commencé à les effacer par endroits. Les clôtures sont légèrement de travers. Les jardins semblent entretenus juste assez pour survivre. La lumière ici est différente. Plus douce, mais aussi plus lourde. L'air sent le sel, le bois humide, l'essence des voitures anciennes et la crème solaire bon marché vendue dans les pharmacies locales. La maison louée par la famille est simple. 2 étages. Une véranda qui craque légèrement sous les pas. Des rideaux qui bougent même sans vent. À l'intérieur, le silence est presque total, seulement interrompu par le ventilateur au plafond qui tourne lentement, comme s'il hésitait à continuer.
première nuit, Léa découvre les vagues. Elles ne sont pas seulement un bruit. Elles sont une présence constante, large, infinie. Elles ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles imposent un rythme au monde. Elles restent longtemps près de la fenêtre. Le bois du cadre est chaud encore de la journée. Dehors, une voiture passe lentement dans la rue vide. Les fenêtres sont ouvertes. Une musique s'échappe de l'habitacle. Un rock and roll léger mais nerveux, capté par une radio AM saturée. Le son est imparfait, mais vivant. Il se mélange au bruit des vagues. Et Léa comprend déjà que cette musique n'appartient pas seulement aux radios. Elle appartient aux gens. Le lendemain matin, la plage est encore presque vide. Le sable est froid. Léa marche lentement, pieds nus, sentant chaque pas s'enfoncer légèrement dans la matière humide. La mer est calme, mais pas immobile. Elle respire. C'est là qu'elle la voit. Une jeune fille allongée sur une serviette rayée rouge et blanche, posée avec une précision presque volontaire au milieu du sable. Elle n'est pas en train de bronzer. Elle observe le monde, les gens, les mouvements, comme si elle lisait quelque chose que les autres ne voient pas. Ses cheveux blonds sont attachés de manière négligée, retenus par un ruban qui a déjà perdu sa rigidité. Ses lunettes sont relevées sur son front. Elle mâche un chewing-gum lentement, avec une régularité presque provocante. Quand elle parle, sa voix est directe, sans hésitation, comme si elle n'avait jamais appris à douter. Elle remarque immédiatement Léa. Une nouvelle venue est toujours visible ici. Elle l'analyse rapidement, puis l'invite à s'asseoir d'un simple geste. Le sable est encore frais, le vent plus fort près de l'eau. Maya parle de cet endroit comme d'un territoire partagé entre deux types de personnes. Ceux qui subissent l'été et ceux qui le traversent pleinement. Elle appartient clairement à la seconde catégorie. Et cette manière d'être agit sur Léa comme une première brèche dans son silence intérieur. L'après-midi suivant, la plage change de densité. Le soleil est plus haut, plus dur. Le sable devient chaud sous les pieds. Les enfants courent en criant. Les radios portatives diffusent du rock and roll capté sur les stations locales, saturées par les interférences. Les voitures se gardent presque sur le sable, portes ouvertes, moteur encore tiède. Et au centre de tout cela, une tour en bois. Un poste de surveillance. Là-haut, un jeune homme observe l'océan. Chemise rouge marquée « Lifeguard ». Sifflet autour du cou. Lunettes noires.
Il ne bouge presque pas, comme s'il faisait partie du paysage lui-même. Il ne regarde pas seulement la mer, il la lit, comme un langage ancien. Maya le remarque immédiatement. Ce maître nageur s'appelle Noah. Il descend lorsqu'il les aperçoit. Ses mouvements sont précis, mesurés, sans effort inutile. Il parle peu, mais son regard est constant, attentif. Il comprend immédiatement que Léa est nouvelle. Il évoque une soirée chez lui, quelque chose de simple. Musique, jukebox, jeunes réunis. Le mot musique reste suspendu dans l'air chaud. Et sans véritable réflexion, la décision est prise. La nuit tombe lentement sur Seabrook Beach. La chaleur ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Elle devient plus lourde, plus dense. La maison de Noah est située à la limite de la forêt. Une vieille structure en bois. Une ampoule jaune éclaire la véranda. À l'intérieur, l'espace est transformé. Un jukebox occupe un coin de la pièce. Des vinyles 45 tours sont empilés à côté. Les jeunes les manipulent eux-mêmes. La musique explose. Le rock'n'roll remplit l'espace. Guitares électriques légèrement saturées. Batterie sèche, tendue, presque mécanique dans sa précision. Rythme rapide, instinctif. Les basses traversent le sol en bois comme une vibration physique. Les corps réagissent avant même de comprendre. Les jeunes dansent sans structure, sans règles, simplement portés par le son. Léa entre dans cet espace comme on entre dans quelque chose qu'on reconnaît sans l'avoir jamais vécu. Il est là, adossé contre un mur, blouson clair, chemise ouverte, cheveux légèrement désordonnés. Regard sombre mais profondément vivant. Il n'est pas au centre de la fête. Il est légèrement en retrait, comme s'il observait quelque chose que les autres ne voient pas. Leurs regards se croisent. Et dans ce moment, le bruit semble reculer. Comme si la musique elle-même créait un espace vide entre eux. Il comprend immédiatement que Léa n'écoute pas ce son comme les autres, qu'elle ne le subit pas, qu'elle le ressent. Hey baby, dance with me. Yeah! Au début, ce n'est rien de visible, juste des instants, des fragments, des regards un peu trop longs, des silences qui durent une seconde de plus que nécessaire. Mais dans l'Amérique de 1959, sur une petite plage de l'Atlantique, ces détails deviennent vite autre chose. Une histoire en construction. Léa ne réalise pas immédiatement ce qui change. Elle pense encore être dans une simple rencontre de vacances. Mais son corps, lui, a déjà compris. Chaque matin, elle se lève plus tôt, sans raison précise. Elle traverse la maison encore endormie, pieds nus sur le parquet légèrement froid,
et sort dans la lumière blanche de l'été. L'air extérieur est déjà chaud, mais il garde une fraîcheur fragile venue de la mer. La plage est presque vide à cette heure-là. Seulement quelques traces de pas effacées par la nuit. Et parfois, Luke, assis sur la jetée, toujours à la même place, comme s'il appartenait à cet endroit avant même de l'avoir choisi. Ne parle pas tout de suite quand elle arrive. Il regarde l'océan. Les vagues avancent lentement, comme si elles prenaient leur temps pour exister. Léa s'assoit à côté de lui. Le bois sous eux est encore humide de la nuit. Le silence n'est pas vide. Il est plein de vent, de sel, de choses non dites. Luke n'est pas comme les autres garçons qu'elle connaît vaguement autour d'elle. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne parle pas pour combler. Il existe dans une forme de retenue presque instinctive. Mais dans cette retenue, Léa perçoit quelque chose de plus fort que les mots. Une tension intérieure. Comme s'il était toujours sur le point de partir ou de disparaître. Parfois, sans se regarder, il se rapproche légèrement. Pas volontairement, mais comme deux objets attirés par une même force lente. Et dans ces moments-là, le rock'n'roll existe ailleurs. Pas dans les soirées, pas dans le bruit, mais dans leur tête. Dans une version plus douce, plus étirée. Une guitare qui respire lentement. Une batterie qui bat comme un cœur calme mais irrégulier. Ce jour-là, la plage est différente. Plus peuplée, plus bruyante. Les familles sont installées tôt. Les parasols colorés s'alignent comme une petite ville temporaire. Les radios posées dans le sable diffusent la musique des stations locales. Toujours un rock and roll légèrement saturé par les ondes AM. Toujours vivant, toujours instable. Léa et Luke ne cherchent pas à se cacher. Ils ne s'affichent pas non plus. Ils existent simplement au même endroit. Mais pour un regard extérieur, cela suffit. Le père de Léa est venu marcher sur la plage, sans intention précise au départ. C'est une routine, une façon de surveiller le temps qui passe. Il observe les gens, les familles, les enfants dans l'eau. Et puis, il les voit, Léa et Luke. D'abord de loin, deux silhouettes proches de l'eau,
proches pour être simplement deux inconnus. Il ralentit ses pas. Le sable est plus chaud à cet endroit, presque brûlant sous ses chaussures. Il regarde plus longtemps que prévu. Ce qu'il voit ne repose pas sur un geste précis, mais sur une évidence silencieuse. La manière dont Léa se tourne vers Luke. La manière dont Luke reste près d'elle sans chercher à s'éloigner. Le père ne comprend pas encore ce que cela signifie exactement. Mais il le ressent immédiatement comme un déséquilibre. Quelque chose qui n'appartient pas à l'image qu'il s'était faite de cet été. Il avance. Chaque pas devient plus lourd. L'air semble plus dense à mesure qu'il s'approche. Et lorsqu'il arrive à leur hauteur, le monde se resserre. Le bruit de la plage s'éloigne légèrement. Les radios continuent. Les enfants continuent. Mais autour d'eux, quelque chose se ferme. Le père observe Luke longuement, sans cacher ce qu'il pense. Luke, lui, ne recule pas. Il ne provoque pas non plus. Il reste simplement là, présent. Ce contraste suffit à créer une tension immédiate. Le père parle. Sa voix est calme au début, mais ferme. Il ne pose pas de questions. Il affirme. Il parle de différences d'âge, de contexte, de vacances qui ne doivent pas devenir autre chose. Il regarde Luke comme une erreur de trajectoire. Luke écoute, sans interrompre. Mais son regard change légèrement, comme quelqu'un qui comprend qu'il n'est pas évalué comme une personne, mais comme un problème. Léa, elle, ne dit rien, mais son silence n'est pas passif. Il est déjà une opposition, une première rupture. Le soir même, quelque chose a changé dans la maison. Ce n'est pas dit immédiatement, mais cela se voit dans les gestes, dans les regards, dans la manière dont les objets semblent déjà être en train d'être rangés dans l'esprit des adultes. La valise du père apparaît dans la chambre sans explication. Puis celle de la mère. Les vêtements commencent à être triés, repliés. Comme si le départ avait déjà été décidé ailleurs. Léa comprend avant qu'on ne lui parle. Ce n'est pas une discussion. C'est une direction. Le retour est avancé. Les vacances se terminent plus tôt que prévu. Le monde de Seabrook Beach commence déjà à s'éloigner sans avoir bougé. Léa sent une forme de choc intérieur. Pas violent,
mais profond. Comme si quelque chose se refermait avant même d'avoir fini de s'ouvrir. Elle sort de la maison. Le soir est tombé. L'air est plus frais. La plage est presque vide. Le bruit des vagues semble plus fort maintenant qu'il n'y a plus de distractions autour. Elle marche sans but. Et elle sait déjà où elle va. Luke est là, sur la jetée. Encore. Comme si rien n'avait changé. Mais tout a changé. Ils ne parlent pas beaucoup. Ce n'est pas nécessaire. L'air entre eux est déjà chargé. Plus lourd que les mots. Plus précis. Ils comprennent tous les deux que quelque chose est en train de se terminer. Sans être encore terminé. Luke ne laisse pas le silence durer. Il quitte la jetée avant la fin de la nuit. Pas avec précipitation, mais avec décision. Il marche jusqu'à la maison de Léa. Le chemin est court. Mais il semble plus long dans cette lumière basse. La véranda est éclairée. Le bois grince légèrement sous ses pas. Le père est là, dans cet espace intermédiaire entre intérieur et extérieur. Luke ne cherche pas à contourner. Il va directement vers lui. Ce n'est pas une confrontation agressive. C'est quelque chose de plus simple, plus frontal. Il parle de Léa, de ce qu'il ressent. Il ne dramatise pas. Il ne supplie pas. Il affirme que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas une aventure d'été, qu'il est amoureux. Le père écoute, mais son visage reste fermé, comme une porte déjà verrouillée avant la conversation. Il ne cherche pas à comprendre Luke. Il cherche à clôturer ce qu'il considère comme une dérive. Sa réponse est courte, définitive. Luke n'est pas fait pour elle. Luke doit s'éloigner. Le silence qui suit est lourd, presque physique. Luke reste immobile quelques secondes, puis il comprend. Il n'y a rien à convaincre, rien à expliquer, seulement une décision déjà prise. Il ne répond pas, il recule simplement et s'éloigne dans la nuit américaine de 1959. L'été se referme. Le lendemain, tout est organisé. Les valises sont fermées. La maison est vidée progressivement. Les objets perdent leur sens, comme si tout devenait déjà passé. Le rock and roll joue encore parfois à la radio du diner en ville. Mais il semble plus lointain, comme s'il appartenait déjà à un autre moment. Léa regarde Luke une dernière fois, depuis la voiture. Il est immobile, au bord du monde qu'il vient de perdre. Et la voiture démarre, sans attendre que le temps soit prêt. Le départ ne ressemble pas à un événement. Il ressemble à une disparition progressive. La voiture n'arrive pas brusquement sur la route. Elle s'y intègre, comme si elle avait toujours été destinée à partir. Le moteur de la Chevrolet Bel Air vibre doucement au ralenti.
Un son grave, rond, chaleureux, typique de ces moteurs américains de 1959, conçus pour avaler des kilomètres plutôt que pour courir. L'air du matin est déjà chaud, mais moins écrasant que celui de l'après-midi. Il porte encore une fraîcheur fragile venue de la mer, comme une dernière tentative de retenir quelque chose. Léa est assise à l'arrière. Elle ne bouge pas. Ses mains reposent sur ses genoux. Son regard est tourné vers l'extérieur, vers Seabrook Beach. Mais elle ne regarde pas vraiment la ville. Elle regarde ce qu'elle vient de perdre, sans que cela soit encore parti. Le moteur s'élève légèrement. La voiture commence à avancer, doucement. Puis, un peu plus vite. Les roues quittent définitivement le gravier des petites rues côtières. Et la ville commence à reculer. Pas immédiatement, mais progressivement, comme un souvenir qui s'éloigne. La voiture prend la route principale. Le bitume est chaud. Les pneus produisent un léger bruit régulier, hypnotique. Le paysage commence à s'ouvrir. Mais avant que la distance ne devienne trop grande, un moteur apparaît. La moto. D'abord un son. Lointain, instable, puis plus net, plus proche. Un moteur de moto américaine de la fin des années 50. Un bruit mécanique direct, sans filtre, sans douceur. Luke. Il arrive sur la route comme une ligne qui refuse de s'effacer. Il ne roule pas vite au début, puis accélère. Le vent attrape ses vêtements. Son blouson claque légèrement dans l'air. Il ne regarde pas la route comme un trajet, mais comme une direction unique. La Chevrolet est encore visible devant lui. Une forme beige qui glisse lentement sur l'asphalte. Et entre eux, la distance existe, mais elle n'est pas encore définitive. Luke accélère. Le moteur monte dans les tours. Un son brut, instinctif. Le genre de bruit qui n'a pas encore été domestiqué par les routes longues. La moto se rapproche. Le paysage autour devient flou. Des arbres, des stations-service isolées, des panneaux métalliques légèrement rouillés. Tout défile comme une bande continue. Puis la moto arrive à hauteur de la voiture. À quelques mètres, pas encore à côté, mais dans le même monde. Luke reste à distance constante, comme s'il hésitait entre deux réalités. Le vent est violent entre les deux véhicules. Il traverse les vitres ouvertes de la voiture. Il fait trembler les cheveux de Léa. Elle tourne légèrement la tête et le voit. Enfin. Il est là, pas derrière, pas absent, présent, réel. Le monde se resserre instantanément. Plus de route, plus de paysage. Seulement cet espace entre eux. Le temps ralentit. La voiture continue d'avancer. La moto reste à côté. Les deux vitesses s'alignent parfaitement, comme si la route elle-même acceptait de suspendre son jugement. Luke ne quitte pas Léa des yeux. Il ne sourit pas. Il ne crie pas immédiatement. Il se contente d'exister dans cette proximité impossible. Le vent rend tout instable. Les bruits se mélangent. Le moteur de la voiture, celui de la moto, le souffle du vent. Et au fond, très légèrement, le rock and roll provenant de la radio AM du véhicule, saturé par la vitesse et les interférences. Un son presque irréel, comme
comme si la musique essayait de tenir ensemble ce qui est en train de se briser. Luke se rapproche encore, assez pour être entendu, mais pas assez pour être compris clairement. Il crie, mais le vent avale presque tout. Léa ne perçoit que des fragments, des mots brisés par la vitesse. Mais elle comprend, pas par les mots, par le regard. La confession. Dans cet espace instable entre deux véhicules, Luke lâche ce qu'il n'a jamais dit pleinement. Ce n'est pas une déclaration spectaculaire, c'est une vérité simple. Il dit qu'il l'aime, qu'il ne voulait pas que ça s'arrête, qu'il ne comprend pas pourquoi quelque chose de réel doit être effacé aussi vite, et surtout, qu'il ne veut pas la perdre. Léa ne répond pas. Elle ne peut pas. Tout est trop rapide, trop fragile, trop tard. Elle le regarde, comme si elle essayait de retenir son image dans un monde qui accélère déjà. Le monde bascule. Devant eux, la route continue. Droite, longue, vide. Mais quelque chose change. Un camion apparaît au loin, massif, lourd, lent comparé au reste. Un véhicule de transport américain typique de 1959. Peinture sombre, présence imposante. Il arrive dans la direction opposée. Luke le voit, mais il ne se retire pas immédiatement. Il reste encore une fraction de seconde à côté de la voiture. Cette fraction de trop, celle qui n'appartient plus au contrôle. Le camion se rapproche. Le temps devient dense, presque figé. Le vent disparaît, le son aussi. Tout se condense dans un seul point. L'impact, une microseconde. Une décision qui n'en est pas une. Un mouvement, un déséquilibre. Puis, le choc. La voiture continue sur quelques mètres, puis ralentit, puis s'arrête, comme si elle hésitait à accepter ce qu'elle vient de traverser. Il n'y a pas de cri. Léa reste immobile. Son regard est fixé devant elle, mais elle ne voit plus la route. Elle ne voit plus le monde, seulement ce qui vient de disparaître dans le temps. La radio grésille, un souffle électrique. Puis, plus rien. Dans ce silence absolu, l'été entier semble s'être arrêté avec lui. Le père reste un instant sans bouger. Ses mains sont encore sur le volant, mais elle ne dirige plus rien. La mère ne parle pas. Elle ne pleure pas encore. Le temps n'a pas encore décidé ce qu'il doit devenir. Le soleil continue de chauffer l'asphalte comme si rien ne s'était produit. Et c'est précisément cela qui rend tout irréel. Luke, the road still speaks your name in every mile, in every flame. Léa finit par sortir de la voiture. Pas dans un mouvement brusque, mais dans une lenteur étrange. Comme si son corps avait oublié la fonction du geste. Le sol sous ses pieds est chaud, très chaud, presque brûlant. Mais elle ne le ressent qu'à moitié. Son regard cherche quelque chose, sans savoir quoi.
engine died, the world. Un véhicule s'arrête plus loin. Les gens parlent, les voix d'adultes, des gestes rapides. Les minutes passent, peut-être plus, peut-être moins. Le temps n'est plus fiable. Le corps de Luke n'est jamais nommé dans le détail dans son esprit à elle. Il devient autre chose, un point, une trace, une rupture dans la continuité du réel. À l'intérieur de Léa, quelque chose s'est arrêté. Pas son cœur, pas ses pensées, mais la continuité entre les deux. Elle pense à Luke sans image nette. Seulement des sensations. Le vent sur la jetée, le bois sous leurs pas, le regard qu'il avait quand il ne parlait pas, la manière dont le monde semblait moins lourd quand il était là. Léa comprend quelque chose de simple. Ce n'est pas seulement Luke qui n'est plus là. C'est une version d'elle-même qui ne reviendra pas. Quelque chose s'est arrêté à côté de lui et ne redémarrera pas. Un été trop court. Une fiction audio-musicale écrite, produite et réalisée par David L.C. Thomas. Une production DLCT Music Production et Storytech Studio. Les bandes originales composées par David L.C. Thomas, intitulées Rock'n'Roll Forever et Midnight Street Serenade, sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming digital. Copyright 2026, David L.C. Thomas, tout droit réservé. The sound of your bike beside the car, like love had followed from afar. Then all at once the sky turned white, the day collapsed into the night, and now the world just stands so still.